votre parti pris politique route, c'est vous qui commencez la polémique. Alors, on est venu au parti pris maintenant, la polémique autour du concert annulé. 31 décembre, la fête, un grand concert sur les Champs-Élysées. Ça n'est plus jugé possible. Trop de risques d'insécurité. Et vous avez un parti pris sur cette polémique. Ben oui, parce que c'est totalement révélateur, cette polémique, de ce qui ne va pas en politique. Je vous explique. Depuis que la préfecture de police a annoncé l'annulation du concert du 31 décembre sur les Champs-Élysées, la polémique a enflé. Alors, la France peut organiser 3 semaines de Jeux Olympiques sans aucun incident, mais Paris n'a plus les moyens de gérer la sécurité sur les Champs-Élysées d'1 million de personnes le 31. C'est la fin de la France éternelle, c'est la fin de la ville lumière, la plus belle avenue du monde a fini de briller, c'est carrément devenu une question de civilisation depuis 24 heures. Bon, écoutez, c'est ce que dit... J'exagère un peu, Emmanuel Grégoire, le candidat socialiste à la mairie de Paris. C'est une décision grave. Imaginerait-on d'annuler le défilé du 14 juillet? Le concert reste un événement populaire dans lequel il n'y a jamais eu de problème important. Bon, un petit détail, peut-être qu'il n'est pas au courant, mais l'hôtel de ville et l'équipe d'Anne Hidalgo a donné son accord à cette annulation. Écoutez Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur. Malheureusement en France, désormais, il y a un tel ensauvagement que tout devient prétexte, précisément, à de l'ultraviolence. Je pense que, bien entendu, que ces manifestations présentent des risques, mais on ne doit pas reculer. Bon, alors moi, je rappelle au passage quand même que le 3 juin 2025, il y a eu des graves violences qui avaient marqué la victoire du PSG, en particulier sur les Champs-Élysées. Il y avait des grands magasins qui avaient été vandalisés. C'était Bruno Retailleau qui était ministre de l'Intérieur. Donc il est particulièrement conscient de ce danger. Mais revenons juste aux faits. Ce qu'a dit la préfecture de police, c'est l'annulation du concert. J'insiste, pas du feu d'artifice. Écoutez Laurent Nunez. La décision qui a été prise de ne pas renouveler cette année un concert sur les champs est une décision qui tient à des considérations de mouvement de foule. L'an passé, il y avait énormément de monde qui s'est présenté sur les Champs-Élysées et ça crée une foule extrêmement compacte, dense, et donc il ne paraissait pas raisonnable de reproduire cette année un concert. Et on aura beaucoup de personnes qui vont quand même se rassembler sur les champs, mais qui ne seront pas attirées sur le haut des champs parce qu'il y a un plateau, parce qu'il y a un concert, et donc c'est pour éviter des problèmes de mouvement de foule. C'est très technique en réalité, parce que ce n'est pas une tradition ce concert. Ce n'est pas la vieille tradition du 31, c'est pas vrai. Il a eu lieu qu'en 2023 et en 2024. La tradition, c'est le feu d'artifice. C'était pas en train de devenir une tradition ? Ça a été l'année dernière. Il y a eu, en fait, les forces de l'ordre ont eu des sueurs froides, il y a eu des nombreuses bousculades, il y a eu 6000 policiers qui ont été déployés sur les points de contrôle, parce que le problème, c'est l'engorgement autour du point de contrôle du concert. Et donc, pour les amateurs, rassurez-vous, le feu d'artifice de minuit est maintenu, il y aura donc une atmosphère festive aux Champs-Élysées, un concert a même été enregistré, place de la Concorde, avec des figurants en guise de public, il sera diffusé à la télévision le 31 le soir. Oui, parce que il y aura un concert du 31 décembre, mais il ne sera pas en direct sur l'avenue. Mais ça fait seulement 2 ans qu'il existait. Alors moi, on peut le déplorer, on peut pleurer sur cette annulation, mais moi je trouve la décision raisonnable. Pour les Jeux Olympiques, le ministère de l'Intérieur avait consacré la totalité de ses moyens à l'événement de portée mondiale. Les policiers avaient reporté leurs congés, tous les effectifs étaient mobilisés, des moyens exceptionnels avaient été mis en œuvre. Il y avait eu des opérations de prévention contre les attentats. Bon, alors maintenant, c'est vrai que c'est différent. On priorise. On fait des hiérarchies on priorise les questions de sécurité. Et par exemple, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de renforcer les dispositifs sur les marchés de Noël parce qu'il y a des alertes terroristes. Donc ça veut dire que tous les effectifs ne seront pas disponibles au même moment, à ce moment-là. Et qu'est-ce que vous voulez? Moi, ça me choque pas, parce que c'est pas un secret que les gros événements qui regroupent des centaines de milliers de personnes ne se déroulent plus dans l'esprit bon enfant d'il y a quelques années. Bon, c'est vrai que ça contribue au rayonnement de la capitale, mais quand même, on déplore des voitures brûlées, des agressions très graves. Et cette avenue, elle est très difficile à sécuriser. Elle est un point de convergence de tous les transports en commun. Elle est la première victime du surtourisme. Et comme il y a de nombreuses rues adjacentes, le dispositif policier est particulièrement difficile. Alors, on peut le regretter, mais on doit voir la réalité. Et moi, je reprocherai pas aux autorités de vouloir protéger nos concitoyens et les touristes. C'est vrai que c'est une forme d'aveu, on peut plus tout faire comme avant. Mais je préfère qu'on assure ma sécurité plutôt qu'on déplore des incidents ensuite, parce que les mêmes qui aujourd'hui dénoncent l'annulation du concert, le lendemain, ils vont déplorer le laxisme des autorités.
François ? Oui, je suis parfaitement d'accord avec Ruth. D'autant que on n'est pas en manque de fêtes. Les JO, Notre-Dame, etc., le Panthéon, enfin, il y en a tout le temps. On ne peut pas faire la même chose à chaque fois. Et mieux vaut consacrer, comme vous l'avez dit, les ressources au marché de Noël, où les gens sont beaucoup plus investis, passent beaucoup plus de temps. Non, honnêtement. Abnous ? Non, mais ces feux d'artifice, on a tendance à s'arrêter, regarder un concert, on a tendance, normal, à danser, c'est fait pour. Et c'est ça qui peut créer des mouvements de foule. Ce qu'a très bien expliqué la préfecture d'un point de vue technique, c'est que c'est effectivement pas, le corps n'est pas dans la même posture. Mouvement contre statique. Et d'ailleurs, il y avait cette image terrifiante, vous savez, à regarder le feu d'artifice, personne ne le regardait, au fait, tout le monde le filmait. Vous avez cette photo l'année dernière qui était désolante. Mais quand vous bougez, il y a des risques. Et il y avait eu des risques. Ils avaient extrait des gens de la foule. Donc, mourir étouffé, c'est pas cool. Raisonnable, donc. Voilà. Un peu triste, peut-être. Non, pourquoi triste ? David voudrait que ce soit On triste. ne peut pas, aujourd'hui, Non, on peut plus. organiser ça un fait concert sur les ça fait 10-15 ans On peut pas tout faire, on le sait. Non, voilà. ça fait 10-15 ans, mais regardez, même une victoire du PSG qui est censée se faire dans la Concorde parisienne se transforme en baston dans les rues. Donc non, il y a des choses qui ont changé. François, votre parti pris économique, la visite d'Emmanuel Macron en Chine se poursuit, elle est en train de s'achever. Et au fond, on a tellement parlé ces dernières semaines de Chine, on a tellement parlé maintenant des lunettes à 2 €, on a tellement parlé de cette Chine qui nous taille des croupières. Qu'est-ce que la France peut vraiment obtenir ? L'un des sujets, c'est bien sûr, non pas la résorption, mais la limitation de cet extraordinaire déficit commercial. On est à 47 milliards d'euros sur l'année dernière, donc 71 milliards de ce que nous vend la Chine, tout. Et puis 24 milliards de ce que nous vendons à la Chine, en gros, des avions et des sacs, et des produits laitiers. Je caricature, mais c'est nos secteurs de force, alors que sur la Chine, c'est la marée de l'industrie chinoise. Alors, notre président en est réduit à demander que les Chinois installent leurs usines en France, qu'ils investissent en France, et puis qu'ils partagent leur expertise dans les secteurs où nous ne l'avons plus. Les batteries, peut-être, selon certains, le nucléaire même. Et alors pour moi... C'est le monde à l'envers par rapport à il y a 30 ans. J'allais vous le dire, par rapport à il y a 40 ans, quand j'habitais en Chine, je voyais ces délégations arriver. Donc avec d'innombrables patrons français, etc. C'était les mêmes sujets, mais de l'autre côté. C'est-à-dire que c'était la Chine qui demandait à la fois des investissements et des transferts de technologie. Tout est là. Et de fait, c'est plus du tout la même Chine aujourd'hui que celle qu'a découverte en tant que président Emmanuel Macron en 2018. Tout a changé. À l'époque, l'Europe et la France, au fond, nous étions un peu les coadjuteurs de l'ordre mondial, aux côtés des États-Unis. Et la Chine n'était qu'un rival potentiel. Et alors, on jouait à se faire peur en disant « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera », etc. Vous savez, cette fameuse phrase de Napoléon. C'est fini. Désormais, Pékin s'affirme comme la puissance centrale, fortifiée par les leviers qu'elle a construits. Dans les terres rares, par exemple, en construisant un quasi-monopole là-dessus, ou bien dans l'intelligence artificielle avec son avance, au point que même les industriels américains disent que la Chine est en passe de gagner ce combat. Mais du coup, alors que dans le même temps, l'Amérique nous lâche, la France, elle est réduite à des dimensions beaucoup plus modestes, celle d'une puissance moyenne qui est en déclin sur le plan économique et donc diplomatique, d'où quand même les rebuffades que subit notre président sur l'Ukraine, qui était l'autre enjeu de cette visite. Et sur le commerce, pardon, on en est réduit à regarder passer les trains chinois. Oui, bien sûr. On pourrait en fait rétablir la position qu'en nous renforçant nous-mêmes, mais regardez les contentieux commerciaux qui sont multipliés avec la Chine, à la fois sur les produits laitiers, sur les cognacs, ça a été résolu, mais de façon temporaire. Et puis sur le plan diplomatique, c'est pas plus brillant, parce que au fond, Emmanuel Macron cherchait non pas un soutien sur la position européenne, mais au moins une position d'équilibre de la Chine, dont il pense que c'est la seule qui peut tempérer tout cela. Et Xi Jinping l'a gentiment envoyé promener, il n'a pas bougé d'un millimètre. Regardez, on va voir ce qu'il a dit. En gros, la Chine soutient tous les efforts de paix. Ça coûte pas cher, pour soutenir. En gros, c'était un peu le tarif minimum. Et c'est la deuxième partie de la phrase qui est encore plus intéressante. On va la découvrir dans un instant. En même temps, tiens, ça rappelle quelque chose. Elle s'oppose fermement à toute tentative irresponsable visant à rejeter la faute ou à diffamer quiconque. Ça veut dire, en gros, t'es bien gentil, mais rien à faire. Nous ne bougerons pas. Il n'y a pas d'agresseur et d'agressé. Alors après, on peut se dire, mais au fond, voilà, est-ce qu'on n'est pas condamné à subir, au fond, les décisions chinoises, maintenant que le pays a pris une telle surface ? C'est pas sûr.
Parce que il reste une fenêtre quand même pour l'Europe. On a quelque chose à lui vendre. Justement, parce que la Chine est très désireuse de décoller l'Europe des États-Unis. Parce que ça ouvrirait son champ stratégique, évidemment, et ce désalignement lui permettrait, pense-t-elle, de récupérer Taïwan sans mettre trop de sang sur les murs. C'est toute l'étroitesse de notre chemin, du chemin européen et du chemin français. Comment tirer le meilleur parti d'une relation rénovée avec la Chine sans s'aligner sur un pays qui reste fondamentalement une dictature et sans lui donner un blanc-seing pour détruire Taïwan, qui reste la petite démocratie du coin. En tout cas, il vaut mieux conserver le dialogue. Qu'est-ce que vous nous dites ? Abnouz, votre parti pris international, vous avez été stupéfaite par les aveux d'un général russe, patron de l'armée de terre, qui est revenu sur les premières minutes, les premières heures de cette invasion russe en Ukraine. Ah oui, il balance tout, familièrement parlant, il balance tout. C'était le 27 novembre 2025 et c'est le colonel général Vladimir Chirkin, ancien commandant des forces terrestres russes, qui donne cette interview, et pas n'importe qui, à une radio russe, la radio RBC, mais qui est une radio officielle d'État. Et là, c'est, on va dire, une critique dévastatrice de l'invasion de l'Ukraine. On l'écoute. Все, если вы помните, 22 февраля начали говорить, что война закончится через 3 суток. Сейчас мы их там все уделаем, нужна информация, что 70% населения Украины за нас, а 30% против. Оказалось ровно наоборот. 30 за нас, а 70 против. Et puis d'enfoncer le clou, c'est pas fini. Pour être honnête, je n'ai pas l'intention de critiquer qui que ce soit. Mais à mon avis, la Russie n'était une fois de plus pas prête pour la guerre, comme elle l'a été dans les années et les siècles précédents. Il y a traditionnellement une sous-estimation de l'ennemi et une surestimation de notre propre force. Il va plus loin. Chirkin, il va jusqu'à débusquer les mensonges de l'ex-ministre de la Défense russe, en l'occurrence Sergueï Shoïgu, quand la Russie s'était retirée de la région de Kiev, vous vous souvenez, en 2022. Shoïgu avait qualifié cela de, je cite, « geste de bonne volonté pour faciliter les négociations ». Chirkin détruit la fiction en une phrase. « C'était une retraite forcée après une leçon cruelle ». Paf. Non, et il va au-delà des critiques, c'est même plus de la critique, c'est qu'il dit tout. Il dit tout ce que nous on dit en Occident, tout ce qui est sous-entendu. Alors attention, c'est rare qu'un général de ce rang aille aussi loin, mais publiquement, mais il remet pas en cause la légitimité de la guerre en elle-même. Tout le reste de l'interview, il reste loyal au régime et il propose des solutions pour comment l'armée russe peut évoluer et attendre la vision de la victoire de Moscou. Donc il utilise quand même tous les éléments de langage. Mais le seul fait de dire les Ukrainiens n'étaient pas favorables à cette opération, c'est déjà en Russie. Et c'est là, Yuri Tamansev, le journaliste de RBC, était mais bouche bée. Il lui a dit, pour être honnête, je ne m'attendais pas à une telle franchise dès le début de notre conversation. Je rappelle qu'en Russie, partager des fausses informations sur la guerre, c'est-à-dire en parler, la critiquer, sous-entendre qu'il y a eu des erreurs tactiques, ça commence à 15 ans de prison. Mais Chirkin, semble pas avoir peur parce qu'il a déjà échappé aux travaux forcés. En 2013, il avait été accusé de corruption et condamné en août 2015 à 5 ans de camp de travail pour avoir accepté un pot de vin de 450 000 roubles. Il avait alors été privé de son rang. Bon, à la Russe, très vite, la peine avait été commuée, son grade rétabli, et lui, il affirme que le pot de vin, c'était pas lui, c'était ses subordonnés, évidemment. Bon, d'autres ont dû payer à sa place. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette interview révèle quoi ? L'échec du FSB, la sécurité intérieure, du GRU, du renseignement militaire, qui ont lamentablement échoué. C'est qu'ils n'ont pas su évaluer la force réelle de l'Ukraine, sa motivation, et est-ce que les Occidentaux allaient soutenir, ils étaient persuadés qu'ils allaient tous partir dans tous les sens, la désorganisation des troupes russes. Tout ça, il le dit dans l'interview. C'est-à-dire que tout ce que nous, on a analysé depuis 2022 ici. Il faut qu'il fasse attention quand il se tient à côté de la fenêtre. Voilà, aussi. Mais après, j'ai une théorie, je vous la donnerai à la fin, la dernière. Mais pourquoi un tel ratage ? C'est la question, comment est-ce que les services de renseignement qui, quelque part, nous tétanisent ici, on est là, ils sont trop bons, les mecs. Ils rentrent dans nos ordinateurs, ils sont capables de tout. La guerre hybride a commencé. Comment ils ont pu rater ? Eh ben, c'est que ça fait quand même longtemps que les politiques, l'état-major et les services de renseignement russes macèrent dans leur propre propagande. Et ça, on le prend pas assez en compte. C'est que ils utilisent cette propagande, mais ils sont aussi dedans. Et ils n'arrivent pas à accepter l'autonomie possible des anciens pays satellites. C'est que pour eux, le nationalisme
nationalisme ukrainien ou biélorusse, etc., n'a aucun sens. Ils vivent dans cette pensée magique, comme quoi la seule chose qu'ils veulent, c'est revenir dans le giron russe. D'autant plus... Alors, votre théorie, Yavnous? Non, vous voulez pas que je vous parle de Vladimir Poutine qui fait peur à tout le monde et tout le monde veut lui mentir parce que tout le monde a peur de lui? Bon, celle-là, vous la connaissez. Ma théorie, c'est que si un type qui a manqué 50 travaux forcés vient sur une radio russe d'État et dit ça, c'est peut-être aussi pour préparer le terrain. C'est-à-dire qu'il commence une critique en disant, bon là, on n'avait pas été bon et tout. Je sais pas, est-ce que c'est une manière de préparer l'accord de paix en disant... les Ukrainiens sont peut-être des nazis, mais nous, on a mal... en gros, laissons les nazis entre eux, vu qu'ils sont 70% à être nazis. Nous, on veut récupérer les territoires où il n'y a plus que des Ukrainiens amis, donc en gros les Russes qu'on a installés. Est-ce que c'est pas une préparation pour les accords de paix à venir? Et que d'avoir une voix aussi dissonante dans un pays comme la Russie... moi, je me dis toujours qu'il y a toujours la patte du Kremlin derrière. J'arrive pas à croire qu'il soit là en roue libre tout seul, vu son niveau de gradé et vu depuis le temps où il est auprès de Poutine. En tout cas, c'est très inhabituel. Ouais. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.